En novembre dernier, le très révérend père François Tressel, supérieur provincial des Eudistes, à l'occasion de sa visite canonique à Godbout, comté du Saguenay, Québec, me dit à brûle-pourpoint: « Mon cher père, vous devriez écrire un récit d'une de vos missions dans les chantiers. » Tout d'abord, je pensais que le très révérend père voulait plaisanter. Mais lorsque je vis que le père Tressel revenait à la charge, je lui répondis tout bonnement: « Pour me rendre à votre légitime désir, j'essaierai d'en écrire un au cours de cet hiver. » Et sans plus de préambule, c'est ainsi que je vous arrive, persuadé d'avance que mes amis lecteurs sauront user de la plus grande indulgence envers moi. Si le style n'est pas châtié comme il devrait l'être, ou bien encore si les descriptions manquent parfois de couleur locale, au cours de ce récit, je me bornerai donc uniquement et simplement à vous dire tout ce que comporte une mission dans les chantiers, avec, bien entendu, les faits les plus saillants qui l'accompagnent. En écrivant ces lignes, je n'ai d'autre but que de soulever un tout petit peu un coin du voile qui dérobe à votre vue la vie un peu monotone, rude et austère de ceux qui, au milieu des neiges et des glaces, font preuve d'un zèle et d'un dévouement vraiment apostolique dans le champ d'action assigné à chacun d'eux dans le vicariat apostolique du Golfe Saint-Laurent, Québec. Si vous le voulez bien, nous diviserons le récit en 5 chapitres, à savoir les préparatifs du départ, le départ lui-même, l'arrivée dans les camps de bûcherons, la mission proprement dite, et enfin, le retour après la mission. Nous sommes le 11 décembre 1932. Le dernier coup de la cloche de mon humble et bien modeste chapelle vient de sonner. Il convie tous les fidèles de la paroisse à la grand-messe du dimanche. Après avoir soigneusement mis par écrit tout ce que je devais annoncer au prône du jour, je me rends à la sacristie. Les enfants de chœur et les servants de messe m'attendent dans le plus grand silence. Tout est prêt pour l'office divin. Il fallait entendre avec quel entrain le Gaudate in Domino de la messe fut chanté. C'était comme un avant-goût de la joie de la belle fête de Noël que nous allions bientôt célébrer, qui causait ces jubilations manifestées dans la voix des chantres. La collecte de la messe était tout à fait appropriée aux circonstances du jour. Aussi, avec quelle ferveur je suppliais le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de bien vouloir prêter une oreille attentive à mes humbles supplications. Avec quel élan du cœur je demandais à Dieu de me donner toute la puissance dont j'aurais besoin et de me secourir de sa vertu divine afin que je puisse ramener au bercail du bon pasteur le plus de brebis possible, tout en usant de la plus grande indulgence envers les plus récalcitrantes. Nouveau Saint-Jean-Baptiste, que de voies j'aurais moi-même à préparer, que de sentiers à aplanir, que de vallées à combler dans la forêt où j'allais m'enfoncer, car tous ces bûcherons qui sont à leur 4e mois de stage dans les bois, ils ont dû ressentir parfois un grand vide dans leur cœur et dans leur âme, malgré les belles promesses faites à leur maman en la quittant. Au prône de la grand-messe, comme je le faisais d'ailleurs chaque année à pareilles circonstances, j'annonce mon départ pour la mission des chantiers. J'exhorte mes bons citoyens à unir leurs prières aux miennes, afin que mon apostolat soit aussi fructueux que possible. Comme je dois partir après le dîner, le salut du Saint-Sacrement aura lieu à l'issue de la grand-messe. Durant mon action de grâce, je réitère à Jésus les demandes formulées le matin de ma méditation, le prix de bien vouloir bénir ma mission. Je supplie la bonne Vierge de me prendre sous sa protection maternelle et mon bon ange de guider mes pas, après quoi je rentre au presbytère pour le petit dîner. À peine avais-je terminé mon modeste repas que déjà mon guide m'avise que tout est prêt pour le départ. À peine avais-je terminé mon modeste repas que déjà mon guide m'avise que tout est prêt pour le départ. « Accordez-moi quelques minutes, » lui dis-je, afin que je vérifie tout mon bagage et m'assure de ne rien oublier. C'est toujours ennuyeux, une fois que nous sommes à 100 000 dans les bois, de constater que nous avons oublié des choses essentielles à la mission. Si vous ne me croyez pas sur parole, veuillez demander au révérend père Alfred Poulain qui, une fois dans les bois, s'aperçoit à son grand regret qu'il a oublié d'apporter son vin de messe. Mon compagnon a tout bien placé en ordre dans le traîneau de portage. Autel portatif avec tout le nécessaire voulu, sac de couchage qui nous servira de siège, sac de voyage contenant le nécessaire de toilette, avec en plus 700 ou 800 chapelets et médailles de scapulaire, car je pars pour 2 semaines. Comme il faut en pareille occasion unir l'utile à l'agréable,
j'ai soin de glisser au fond de mon sac de voyage mon Kodak et mon ciné Kodak afin de rapporter quelques souvenirs de la mission. En m'entendant parler de 800 chapelets et médailles, je vois des visages esquisser un petit sourire malicieux. Rassurez-vous, j'avais oublié de vous dire au début que dans la présente visite de mes chantiers, je dois voir au-delà de 800 hommes et que tous aiment, à l'occasion de la mission, posséder un petit souvenir, un chapelet, une médaille et parfois les deux. Après les prières d'usage devant le Saint-Sacrement, afin de recommander une dernière fois à Jésus ma mission, je prends place à côté de mon guide et puis en route pour le bois. File la grisette, file au grand galop, fais résonner tes clochettes et teinter tes grelots. En moins d'un quart d'heure, nous avons franchi les limites de la paroisse et nous voilà au sommet de la première montagne d'où nous arrivent les premières notes harmonieuses de la cloche de ma petite église, nous invitant à unir notre voix à celle de l'ange pour saluer la Vierge Marie. J'incline profondément la tête et je récite pieusement l'Angélus du midi. Vers 2 heures, nous sommes dans la vaste forêt. Sur la neige, le soleil ardent et éclatant. Dans le ciel, les oiseaux blancs percent les nues. Ils passent à vol léger et nous sourions aux merveilleuses beautés de la nature, présent de Dieu aux âmes exilées. Les rameaux touffus des épinettes et des sapins, recouverts d'une forte couche de neige, semblent s'incliner sur notre passage. Mais tous ignorent que nous allons porter la paix et la joie à ceux qui, bientôt, vont venir les coucher par terre et les dépouiller de leurs branches. Dans 2 heures, dis-je à mon guide, nous serons rendus au premier camp. Mais avant d'y parvenir, il nous faudra franchir rivières, lacs et ruisseaux de tout genre, mais tout bien solidifié par le froid en une épaisse couche de glace. Nous étions en forêt depuis 3 heures lorsque tout à coup, au sommet d'un petit coteau, nous apercevons dans le lointain le premier camp où je dois m'arrêter le soir même. Encore une dizaine de minutes et nous y serons. Inutile de vous dire la joie du contracteur et de ses bûcherons en apprenant notre arrivée, car le missionnaire, homme-chef, est toujours l'ami du pauvre travailleur. Quant à nous, vous devinez facilement, à notre bonheur, après un si long voyage, comme nous étions attendus depuis longtemps, nous fûmes reçus à bras et à cœur ouverts. Averti par les aboiements de son chien policier, le contracteur sort de son petit camp et vient à notre rencontre. C'est un vieil ami que ce contracteur. Je le connais depuis de longues années, et mon domestique également, car tous deux ont fait leur vie de garçons ensemble, après avoir fréquenté la même école du village. Sans plus de cérémonie, nous sommes invités à entrer chez lui. « Dégrayez-vous, nous dit-il, mettez votre capot de poil sur mon bed et venez avec moi à la couquerie, manger une pointe de tarte et boire une tasse de thé, car vous devez avoir faim. Ne vous gênez pas, car vous êtes chez vous, chez nous. » Point besoin de me dire que j'étais chez nous. Car un missionnaire qui n'est pas chez soi dans les chantiers a vite fait de mettre les autres dans la gêne et de paralyser son ministère. Quant à aller à la couquerie, il ne fallait pas non plus y renoncer, puisque c'était tout d'abord faire plaisir aux jobbers et bien un peu à notre estomac, car après 4 heures de trajet, notre petit dîner pris à la hâte était rendu pas mal bas. Aussi, sans plus de cérémonie, nous nous rendons à la cuisine et nous savourons une belle et bonne pointe de tarte, toute chaude, sortant du fourneau. Après avoir échangé quelques souvenirs d'antan avec le cuisinier, un ami intime celui-là, je le remercie de sa bonne pointe de tarte ainsi que de sa tasse de thé, avec promesse d'y revenir. Je me retire au camp du contracteur pendant que mon domestique s'apprête à s'en retourner au presbytère. Ouvrons ici, si vous le voulez bien, une petite parenthèse, afin de vous donner un aperçu général de la façon dont sont construits les campements des bûcherons. Tous les camps sont construits en bois rond. Après les plans suggérés par les contremaîtres de la compagnie qui opèrent et sous l'œil bénévole des gardes forestiers du département des terres et forêts, les 4 murs du camp, d'une hauteur de 8 à 10 pieds environ, sont calfeutrés avec de la terre et de la mousse et surmontés d'un double toit, le premier recouvert de terre et le deuxième de papier goudronné. Sur 2 ou 3 côtés du camp sont pratiquées 1 ou 2 ouvertures avec vitres mobiles. Au centre de chaque camp est pratiquée une large porte de la hauteur d'un homme de taille moyenne, si bien qu'en entrant dans le camp, forcément, vous êtes contraint de vous incliner.
sans quoi vous courez le risque d'y laisser échapper votre coiffure et perdre votre permanente. Tous les camps des bûcherons mesurent 30 pieds par 20, plus ou moins selon le nombre des employés. Pénétrons maintenant à l'intérieur du camp pour faire connaissance avec le mobilier, qui est des plus réduits, avec la batterie de cuisine qui n'est pas toujours en acier inoxydable. Commençons, si vous le voulez bien, par la cuisine. Une des premières choses qui me frappe en entrant, c'est le gros poêle, dit poêle des chantiers, au-dessus duquel sont suspendus cuillères à soupe, fourchettes à 2 PC, théières, cafetières, serviettes à vaisselle, etc. Le tout en ordre. Derrière le dit poêle, une table destinée à recevoir les marmites et les chaudrons. Face au poêle, une autre table de dimension plus grande dite table du cuisinier, sur laquelle le dit cuisinier fera preuve de son savoir dans l'art culinaire. Au-dessus de la table adossée au mur sont rangés également en ordre parfait tous les principaux ustensiles de cuisine. Au-dessous de cette table sont placés les barils à farine, une ou 2 caisses de beurre, les différentes pâtes alimentaires, etc. Le tout vous servira d'antependium à votre autel, car c'est sur cette même table que vous dresserez votre autel pour dire la messe, car nous y reviendrons tout à l'heure. Dans un des coins du camp s'élèvent 2 lits superposés pour le cuisinier et son aide, vulgairement appelé showboy, l'homme à tout faire. Tous les lits sont de même fabrication. 4 poteaux équarris à la hache, 6 barres transversales, des rondins d'égale grosseur en guise de sommier, recouverts de branches de sapin en guise de matelas. Pas compliqué, les lits, comme vous le voyez. Ne sortons pas de la cuisine. 2 tables sont disposées de chaque côté du camp. Le long des murs, des 2 côtés des tables sont également disposés 4 bancs solides. C'est ici que les bûcherons, contracteurs, contremaîtres et missionnaires viendront faire honneur aux cuisiniers, passés maîtres dans l'art culinaire. En général, la nourriture dans les chantiers est excellente. Près de la porte d'entrée, nous y voyons le baril d'eau et sur une petite tablette fixée au mur, le bassin des ablutions. Et ce triangle d'acier suspendu à un fil de fer tout près de la porte à l'extérieur. À quoi sert-il? Parbleu, pour caler, appeler les hommes au repas, nous dit le cuisinier. Maintenant que nous sommes sortis de la cuisine, rendons-nous au camp des bûcherons, situé à quelques 20 pieds de la cuisine. Pénétrons à l'intérieur du camp. Au centre, un poêle énorme, dont au-dessus du poêle sont suspendus pêle-mêle pantalons, chandails, chemises, chaussures et bas. Mais je renonce à vous décrire la variété des couleurs de cette garde-robe multicolore. Vous le devinez facilement, point n'est besoin d'y insister. Les lits des bûcherons sont tous superposés et en tout semblables à ceux que nous avons décrits tout à l'heure. À quelques 100 pieds du camp des bûcherons est construite l'écurie pour abriter les chevaux. Si vous le voulez bien, nous n'y entrerons pas. Seuls les charretiers y ont accès. Le jobber qui désire mener une vie tranquille se construira un petit camp à part. C'est ici que nous fûmes reçus à notre arrivée. Tous les camps sont ordinairement construits sur le versant d'une petite montagne, à proximité d'un lac ou d'une rivière. Sur ce, je ferme la parenthèse. Après le départ de mon domestique, le contracteur m'invite à me retirer chez lui, dans ce petit camp, où il a établi son quasi-domicile avec son commis. Pendant quelques minutes, nous causons des choses d'antan et faisons revivre de bien doux souvenirs. Après quoi, je m'excuse afin de terminer mon bréviaire. Une fois mon bréviaire récité, nous continuons à faire la causette jusqu'à l'heure où le cuisinier nous convie au souper. Comme c'est dimanche aujourd'hui et que personne ne travaille, je tiens moi-même à souper avec tous les employés afin d'établir un contact direct. Et pour le contact soit plus intime, sans cérémonie, je prends place au centre des tables, de sorte que je puisse causer avec plusieurs employés. Habituellement, le silence est scrupuleusement gardé pendant les repas. Mais ce soir, par déférence pour moi, sans aucun doute, le contracteur a donné le tuo-thème, tout comme au grand séminaire ou dans nos collèges, lorsqu'il y a un personnage de marque. La conversation va bon train. Toutes les langues paraissent déliées et, naturellement, le sujet de la conversation porte sur la mission. La conversation va bon train, et soit dit en passant, que pour une fois au moins dans ma vie, je suis en vedette, n'en déplaise aux autres vedettes. Le souper terminé,
les bûcherons se retirent dans leur camp et moi, au camp du contracteur, en attendant que le cuisinier vienne nous aviser que tout est prêt pour commencer la mission. Il est environ 7 heures. Le cuisinier vient nous avertir que si je veux commencer la mission, tout est prêt. J'ouvre la marche, suivi du contracteur, du contremaître, du commis et de tous les bûcherons. Je me rends à la cuisine. Habituellement, tous font leur mission. Tout le monde a pris place autour des tables, tout comme pour les repas. Adossé contre la table, derrière le poêle, debout droit comme un piquet, je regarde défiler devant moi tous ces braves bûcherons au visage hâlé, à la tête hissurte, à la barbe en broussailles et au menton blanc-bec. Les bonsoirs, mon père, pleuvent de tous côtés. Les braves gens, me dis-je, ils paraissent bien disposés. Lorsque tout le monde est entré, je commence la récitation du chapelet. Je formule toutes les intentions recommandées, dont la principale est le succès de cette mission. Après le chapelet, tous s'assoient pour écouter la petite instruction d'usage qui consiste en un examen de conscience que nous faisons ensemble afin de faciliter la confession. Parfois, j'agrémente l'instruction d'une ou deux petites histoires pour mieux illustrer mes pensées et surtout pour mieux disposer les vieux renards. Le petit sermon terminé, j'invite tout le monde à venir se confesser. Je dis bonsoir à tous et je me rends au camp du contracteur pour entendre le récit des faiblesses humaines. À défaut du camp du contracteur, j'entendrai les confessions dans la cuisine. Si tous viennent me faire l'aveu de leurs faiblesses ce soir, j'en aurai au moins 60. Pour un premier soir, c'est suffisant, surtout après une journée si bien remplie. À peine installé sur mon fauteuil d'occasion, mon premier pénitent se présente. Agenouillé devant moi, les deux coudes appuyés sur mes genoux, pour donner à son aveu un peu plus de sincérité, le voilà prêt pour me dérouler la kyrielle de ses fautes. Naturellement, on passera toujours les plus grosses en premier lieu. Assuré que la porte étant ouverte, les petites fautes y trouveront une issue plus facile. Il est environ 10 heures du soir. Les confessions sont terminées. Le contracteur et son commis sont revenus à leur camp. Je cause encore quelques minutes avec eux, puis après avoir souhaité bonsoir et bonne nuit, je prends congé d'eux pour retourner à la cuisine, car c'est là que j'ai établi mes quartiers généraux pour la nuit. La table en arrière du poêle a été débarrassée de sa batterie de cuisine. Elle servira de support à mon autel portatif. Pendant que je prépare mon autel pour la messe du lendemain, le cuisinier, lui, prépare ses chaudrons de fèves au lard pour le déjeuner. Lorsque tout est prêt pour la messe, chacun songe à son repos pour la nuit. Le cuisinier et son showboy se blottissent dans leur coin et moi, dépliant mon sac de couchage, je l'étends sur l'une des tables, bien entendu, après l'avoir débarrassé de tout ce qui pourrait gêner mon repos. « Si vous entendez du bruit durant la nuit, mon père, dit le cuisinier, ne vous effrayez pas, car les souris voyagent toute la nuit. »« C'est bien, lui dis-je, j'en tiendrai compte, mais les petites bêtes ne mangent pas les grosses. Elles sont insupportables parfois, mais elles ne sont pas dangereuses. » Agenouillé près de mon lit-table, je récite ma prière du soir. Puis j'enfile mon sac de couchage après avoir souhaité bonne nuit à mes deux cochambreurs. Dans tous les camps, une à une, les lampes s'éteignent. C'est le grand silence de la nuit au milieu de la grande forêt sombre. Au dehors, le froid est sec. La lune énorme est agrafée à la voûte céleste parsemée de millions d'étoiles. Le sommeil ne tarde pas à venir clore mes paupières, accoutumé que je suis à coucher sur la dure. Je me sens secoué par un bras connu, celui du cuisinier, qui m'invite à me lever. L'heure du réveil avait sonné. Il était 5 heures. Sans hésiter, j'obéis à la consigne. Mon sac de couchage est mis en place et je fais ma toilette. Celle-ci terminée, je fais ma prière près de mon autel et me prépare à célébrer la Sainte Messe, pendant que les employés sont occupés à faire leur ablution sommaire. Lorsque tous sont entrés et ont pris place autour des tables, tout comme la veille au soir, je demande mon servant de messe que j'ai eu soin de prévenir la veille au soir. Si c'est un novice, je m'efforce de l'initier de mon mieux aux principales rubriques et cérémonies. Pendant que je revais les ornements, il surveille tous mes mouvements, ce qui ne l'empêchera pas, un beau matin, de prendre le tablier du cuisinier en guise d'amique. Une distraction entre mille.
et ce ne sera pas la dernière. Pendant qu'à l'hôtel, j'offre les saints mystères, tous les assistants gardent un maintien parfait. C'est vraiment édifiant de voir avec quel recueillement et avec quel esprit de foi tous participent au divin mystère et reçoivent la Sainte Communion. La communion étant distribuée, je donne un court entretien en guise d'action de grâce. Ensemble, nous remercions Dieu des bienfaits de la messe et de la Sainte Communion. Nous le supplions de nous soutenir de nos nouveaux bienfaits et de bien vouloir bénir toutes nos entreprises. Après la messe, nous récitons une dizaine de notre chapelet pour demander à la Bonne Vierge de nous prendre sous sa maternelle protection. Une fois que j'ai quitté les ornements, j'invite tous ceux qui n'ont pas de chapelet ou de médaille de bien vouloir venir s'en procurer. Pendant le déjeuner des hommes, je termine mon action de grâce près de l'autel, au son des couteaux, des fourchettes et des assiettes qui s'entrechoquent. Parfois, j'entends certaines voix qui demandent qui le pain, qui la viande, qui les fait volard. Inutile de vous dire que tous ont l'appétit bien aiguisé. Une fois que le déjeuner est terminé, le cuisinier m'invite à manger et je déjeune en compagnie du contracteur qui, par déférence, veut bien m'accompagner. « Que prenez-vous » demande-t-il. Et moi de lui répondre par le refrain 1000 fois entendu, « Passez-moi les bines, s'il vous plaît. » Après le déjeuner, tous les employés repartent pour l'ouvrage. Quant à moi, après un brin de causette avec le cuisinier et le contracteur, je me retire au camp de ce dernier, faute de quoi je demeure dans la cuisine afin de réciter mon bréviaire. Une fois mon bréviaire récité, lorsque le temps est beau et la température bonne habituellement, je fais une petite promenade dans les chantiers. Je visite les bûcherons. Je cause quelques minutes avec ceux que je rencontre, car il m'est impossible de les voir tous. Et ayant eu soin d'apporter mon ciné-Kodak ou mon Kodak, je prends quelques photos afin de pouvoir revivre ma tournée dans les chantiers. Après le dîner, je prends ma sieste habituelle afin de garder ma bonne humeur pour le soir. Après quoi, je récite mon bréviaire. Vers 4 heures environ, je retourne voir le cuisinier car il ne faut jamais quitter les camps sans avoir pris le lunch traditionnel qui fait grandement plaisir aux cuisiniers et à nous aussi. Vers 4h30 environ, il faut songer à repartir pour un autre camp. Lorsque le camp voisin n'est pas trop loin, je m'y rends, raquette aux pieds et sac au dos, et le soir venu, le contracteur lui-même et un de ses hommes viendra me porter la balance de mon bagage, sac de couchage, hôtel portatif, etc. Nous voilà rendus au 23 décembre. Mes chantiers de Godbout sont terminés. En tout, j'avais visité 12 camps. Il ne me restait plus qu'à retourner dans ma paroisse afin d'y célébrer la fête de Noël. Lorsque mon compagnon m'avait quitté les 11 décembre dernier, je l'avais avisé de venir me chercher le 23. Il était au rendez-vous à midi tapant, de sorte qu'après le dîner, nous prenions le chemin du retour. Avant de quitter le dernier camp, je dis au revoir à tous. Je les remercie de leur amabilité toujours cordiale. Au contracteur appartenait de nous dire le mot de la fin. Aussi, en partant, il nous offrit un bouquet de paroles aimables, cueillies dans le parterre de son opulente imagination d'orateur improvisé. Nous fûmes fort touchés. Pour ma part, je me disais, vraiment, je n'aurais jamais pensé qu'il y eût de si beaux talents enfouis dans les bois. La descente des chantiers s'effectua comme la montée, sans accident, si bien qu'à 6 heures, nous étions de retour. Avant de me rendre au presbytère pour le souper, je me rends à l'église pour une courte visite au Saint-Sacrement afin de remercier le petit Jésus de nous avoir amenés sains et saufs. En plus de Godbout, j'ai encore une mission à desservir. Elle compte une 50aine de familles. Elle est située à 20 milles de Godbout et se nomme Mission de Franklin. Là également, j'ai des camps visités. Les bûcherons ont été avisés que je serai avec eux le 2 janvier, au plus tard le 3. De Godbout à Franklin, il n'y a pas de route, ni chemin, pas même pour un traîneau à cheval. Durant la belle saison, nous utilisons les bateaux qui font le service entre Québec et le Labrador. Même parfois, nous nous servons de petites embarcations, mais en hiver, comme la navigation a cessé à cause des glaces, le seul moyen de locomotion sont la raquette et le cométique. La date du départ a été fixée au 2 janvier, vers 2 heures de l'après-midi si possible.
La veille, j'avais eu soin de louer un bon cométique dont le propriétaire était très expérimenté. Pour une fois, je n'allais pas m'aventurer seul dans la forêt. Quand tout mon bagage est solidement ficelé sur le cométique, le guide prend la place en avant, et moi en arrière, et nous quittons le presbytère. Mais auparavant, j'avais fait ma petite visite au Saint-Sacrement et recommandé le voyage au petit Jésus et à sa bonne mère. Nous franchissons une dizaine de montagnes, traversons 2 rivières et plus d'un ravin. Vers 5 heures du soir, nous sommes à mi-chemin de Franklin. Au fond d'une petite baie, dite baie de Saint-Nicolas, nous faisons halte pour la nuit. Nous sommes reçus chez un brave protestant du nom de M. Sals. En qualité de gardien d'une limite à bois appartenant à une compagnie de Sherbrooke, il hiverne avec sa mère dans une belle maison située au fond de la dite baie. Monsieur et Madame Sals ne sont pas des étrangers pour moi. Dans mes nombreux voyages de Godbout à Franklin, surtout en hiver, j'ai eu maintes fois l'occasion de m'arrêter chez eux. Nous y sommes très bien reçus. Puisqu'ils nous avaient offert si généreusement l'hospitalité pour la nuit, nous acceptons avec d'autant plus d'empressement que nos pauvres bêtes commençaient à tirer la langue. Une fois dételés, les chiens s'ébrouent dans la neige et secouent leur harnais. Ils ont au fait de croquer leurs poissons gelés. Ils se creusent des trous dans la neige et s'endorment en boule. Madame Sals nous sert un copieux repas. Nous lui faisons honneur. Après une bonne nuit de repos, nous sommes frais et dispos pour reprendre notre course à travers bois. Après le déjeuner, par courtoisie, M. Sals m'offre de me conduire lui-même à Franklin avec ses chiens. Rien de plus empressé que d'accepter l'aimable invitation, car en voyant 5 beaux chiens et un magnifique traîneau tout neuf, je me disais, au moins, j'aurai le plaisir de voyager en cométique, surtout pour traverser les 5 grands lacs situés entre la baie Saint-Nicolas et Franklin. Mon guide de la veille s'apprête à retourner à Godbout et mon nouveau guide et moi, nous partons pour Franklin. Avant de partir, je remercie cordialement Madame Sals de son aimable hospitalité. C'est la monnaie des curés missionnaires et personne ne s'en formalise. L'hospitalité en mission est toujours gratuite. Pour gravir les montagnes, comme la veille, nous sommes obligés de nous servir de nos raquettes afin de soulager nos pauvres bêtes. Mais sur les lacs, le traîneau glisse alors que nous filons à toute vitesse sur la neige, durcie par le vent. À 12h30, nous sommes rendus à destination. En regardant ma montre, je me dis « Tarde venientibus ossa ». Mais pas du tout. Comme nous étions attendus pour le dîner, le maître d'hôtel avait eu la précaution de nous garder une large part du menu et, comme toujours, nous lui fîmes grandement honneur. Après le dîner, je cause pendant quelques minutes avec mon charitable guide. Je le remercie sincèrement du grand service qu'il m'a rendu. Toujours la même monnaie. En nous quittant, il m'invite à arrêter lui rendre visite lorsque je repasserai chez lui. « Je vous reverrai dans quelques semaines, lui dis-je. Vous serez le bienvenu, me dit-il. Merci beaucoup encore une fois de votre amabilité. » Après le dîner, je cause pendant quelques minutes avec mon charitable guide. Je le remercie sincèrement du grand service qu'il m'a rendu. Toujours la même monnaie. En nous quittant, il m'invite à arrêter, lui rendre visite lorsque je repasserai chez lui. Je vous reverrai dans quelques semaines, lui dis-je. Vous serez le bienvenu, me dit-il. Merci beaucoup encore une fois de votre amabilité. Avant de prendre ma sieste habituelle, je fais une courte visite à la chapelle afin de remercier encore le petit Jésus de l'heureuse issue de notre voyage effectué sans aucun incident. À 3 heures, je convoque tous les enfants à la chapelle pour les confessions. Après le souper, à 7h30, au son de la cloche de nouveau, je rassemble la population pour la prière en famille, suivie du salut du très saint sacrement. J'invite tout le monde à se confesser afin de faire une communion générale en la fête de l'Épiphanie que je célébrerai à Franklin même. La grande majorité des gens a répondu à mon appel, si bien que je dus dire 2 messes le jour de la fête afin de permettre à toute la population d'y assister et de communier. Du 7 janvier jusqu'au dimanche suivant, je fais du catéchisme aux enfants et je visite les malades. Le dimanche suivant,
Je dis encore 2 messes à la mission de Franklin. Le lendemain, je porte la Sainte Communion à tous mes malades à domicile. À Franklin, comme à Godbout, je ferai la mission dans les chantiers du 8 au 21 janvier. Je visiterai tous les camps, tout comme à Godbout, soit en raquette, soit en traîneau ou à cheval. Si la chose peut vous intéresser, je vous dirai en passant que depuis 4 ans que je suis en mission, j'ai parcouru plus de 800 000 en raquette, ce qui fait une moyenne de 200 000 par année. Le 22 janvier au soir, j'étais de retour à Franklin et j'avais terminé tous mes chantiers. J'avais visité 25 camps, dit 25 messes, entendu 1200 confessions environ et distribué autant de communions en tout, à savoir du 11 décembre 1932 au 22 janvier 1933. De retour au village de Franklin, le 22 janvier, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne me restait plus qu'à descendre à Godbout. Dieu merci! Durant la durée de ma tournée dans les bois, je fus favorisé par une température vraiment idéale. Je voudrais bien vouloir en dire autant de la propreté des camps où je suis passé. J'en ai rencontré de toutes les sortes. J'ai visité des camps d'une propreté exemplaire. Par contre, j'en ai visité d'autres dont la propreté laissait à désirer. Sur ce, je vais vous raconter une petite histoire, mais ce sera la dernière. Causant un jour avec un contracteur dont les camps étaient bien tenus, il me dit comme ça: « Mon père, pensez-vous que si le bureau d'indigènes envoyait un de ses inspecteurs par ici, il ne fermerait pas des camps à cause de leur malpropreté? » De fait, lui dis-je. Si le bureau d'hygiène envoyait un de ses inspecteurs visiter les camps, il en trouverait plusieurs dont la tenue laisse fort à désirer. « Oui, mon père, je vous mens pas. Il y a des hommes qui attrapent des maladies graves. Tenez, pas plus tard que la semaine passée, le jobber voisin a été obligé d'envoyer un de ses bûcheux à Québec à la chronique Roi-Rousseau. Il avait attrapé une pneumonie. Ce n'est pas plutôt à l'hôpital Laval qu'à la clinique Roi-Rousseau qu'il a envoyé son malade? Non, mon père, à la chronique Roi-Rousseau. Et si c'est pas là, c'est quelque part par là. Vu que mon contracteur tenait à sa chronique, sans toutefois être bien certain, je lui ai donné le bénéfice du doute. Veuillez excuser ma digression, car si je veux revenir à Godbout, il me faut quitter Franklin. Le départ est fixé au 23 janvier. Le trajet se fera en cométique. Je n'apporte avec moi que le strict nécessaire. Vu que mes chantiers sont terminés, je n'ai plus besoin de mon sac de couchage ni de mon hôtel portatif. Je les rapporterai au printemps par bateau. En passant dans la chapelle, comme toujours, je m'y arrête quelques minutes pour recommander au bon Dieu l'issue du voyage. Il est exactement 9 heures du matin lorsque nous quittons Franklin. Mon guide paraît expérimenté, mais ses chiens ne paraissent pas avoir la belle performance de ceux de M. Sauls. Cette apparence ne m'inquiète pas du tout. Si les chiens refusent de nous traîner, nous avons nos raquettes pour y remédier, et Dieu merci, mes jambes de 35 ans sont encore alertes. La Providence est toujours là pour nous prêter main forte en cas de difficulté. Le ciel grisonne. Le soleil joue à cache-cache derrière les nuages. Il va neiger, me dit mon guide, mais ce ne sera pas fort. De fait, vers 10 heures, la neige tombait à gros flocons. À 12h30, nous étions chez M. Sauls, notre hôte bien connu, à la baie Saint-Nicolas, à mi-chemin entre Franklin et Godbout. Tout comme au 2 janvier, nous sommes cordialement invités à prendre le dîner avec eux. Nous acceptons volontiers. Après le dîner, pour permettre à nos bêtes de se reposer, nous causons jusqu'à 2 heures avec nos charitables hôtes. Nous les remercions de leur aimable hospitalité et surtout de leur copieux repas. Nous repartons car, à tout prix, il nous faut être de retour à Godbout pour le souper. À force de se heurter contre les arbres et les souches, surtout dans la descente des montagnes, notre cométique était fort endommagée. À tout bout de chemin, il nous fallait laisser reposer nos chiens, réparer leur harnais et consolider notre traîneau. Je m'en souviendrai longtemps de ce voyage de retour. Jusqu'ici, nous n'avons pas eu d'accident, c'est l'essentiel. En cours de route, nous nous arrêtons quelques minutes pour reprendre notre haleine, puis nous reprenons notre marche en avant. À tour de rôle, mon guide et moi, nous reprenons la marche
devant nos pauvres bêtes qui tirent la langue et paraissent encore plus fatiguées que nous. Pour rompre la monotonie du chemin, j'égrène mon chapelet comme d'habitude. Vers 5 heures, le ciel est dégagé. Le soleil descendant derrière les montagnes nous renvoie ses derniers rayons. Le jour à son déclin, bientôt ce sera la nuit. Il faut donc presser le pas. Vers 6 heures, voilà que la nuit règne dans toute sa majesté. Des myriades d'étoiles flamboyaient au firmament et des aurores boréales, comme de longs filaments multicolores, commençaient à se mouvoir, se bousculant l'une et l'autre et se chevauchant. Un vrai carnaval de coloris digne des 1001 nuits. Le spectacle était féerique. Et quoique nous fussions habitués à ces beautés de la nature, nous n'en pouvions en cette nuit de retour détacher nos yeux. Franchissant la rivière Godbout, nous apercevons les premières habitations qui se sont illuminées. Nous serons au presbytère dans une dizaine de minutes, dis-je à mon guide. À peine avais-je prononcé ces mots que déjà nous entendions tinter l'angélus du soir. Il était exactement 6 heures. Je me découvre. J'incline pieusement la tête et j'unis ma prière à celle de l'envoyé céleste et remercie la bonne Vierge de nous avoir ramenés sains et saufs au terme du voyage. Et c'est ainsi que j'ai terminé ma mission dans les chantiers au son de l'angélus du soir, tout comme elle avait commencé au son de l'angélus du midi.